La diffraction. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Eh bien, nous allons voir dans les deux cas qui vont suivre, c'est-à-dire onde à la surface de l'eau et onde lumineuse, ce qu'est la diffraction. Cliquez sur diffraction des ondes à la surface de l'eau dans le cours. Nous observons sur cette animation des ondes de type rectiligne qui arrivent sur un obstacle dans lequel on a pratiqué une ouverture de largeur A. Nous observons qu'à la sortie de cet obstacle, les ondes ne sont plus rectilignes, mais se propagent dans toutes les directions. Ce phénomène est appelé la diffraction. Deux choses à remarquer. Tout d'abord, si nous agrandissons l'ouverture, nous voyons que le phénomène de diffraction est moins accentué. Pour voir ce phénomène de diffraction avec le maximum de lisibilité, il faut que la longueur d'onde de cette onde à la surface de l'eau soit de l'ordre de grandeur de l'ouverture petit a. Longueur d'onde, ce sera la distance entre le milieu de cette bande brillante et le milieu de celle-ci, ou le milieu de la bande noire avec le milieu de celle-ci. Je vous rappelle que la longueur d'onde, c'est la distance qui sépare deux points qui vibrent en phase ou deux séries de points qui vibrent en phase. Autre remarque, la longueur d'onde avant obstacle et après obstacle est la même. La période de vibration, évidemment, de tout point du milieu avant obstacle et après l'obstacle est la même. Donc, la célérité des ondes n'est pas modifiée. Seule la direction de propagation des ondes est modifiée au cours du phénomène de diffraction. Dans cette animation, nous disposons d'un laser qui produit une lumière monochromatique, une seule couleur, unidirectionnelle dans une seule direction. Quand ce laser rencontre une fente de largeur A égale 29 micromètres, eh bien, nous voyons que le rayon ne se propage plus dans une seule direction, mais dans toutes les directions. Et nous obtenons sur cet écran la figure de diffraction. Nous remarquons qu'elle contient une tache centrale lumineuse, beaucoup plus grande que les taches latérales. Nous voyons sur ce graphique l'intensité lumineuse en fonction de la position X sur l'écran. L'écart angulaire θ est défini entre la droite correspondant à l'axe du laser et cette droite qui correspond au rayon lumineux arrivant au milieu de la première extinction ici. Alors de quoi dépend θ? Eh bien, si j'augmente la longueur d'onde, je vois que l'angle θ augmente. Si maintenant j'augmente A, largeur de la fente, eh bien on voit que l'angle θ diminue. Donc l'angle θ dépend de lambda et de A. Conclusion, lorsqu'une onde rectiligne rencontre un objet de dimension A, elle se propage alors dans toutes les directions. Il y a diffraction de l'onde par l'objet. L'objet diffractant est une ouverture ou un obstacle. Bien, on a vu tout à l'heure qu'il semblait avoir une relation entre θ, lambda, longueur d'onde du laser, et petit a, ouverture de la fente ou objet diffractant de taille petit a. Nous allons mettre en évidence maintenant la relation entre θ, lambda et A. Voici les données du problème. Le laser a une longueur d'onde lambda de 580 nanomètres. Les fentes de largeur petit a sont réglables. Donc on fait varier la largeur petit a de la fente. On calcule l'écart angulaire θ en fonction de la taille petit a. Et on obtient la courbe suivante. Donc, on voit que θ est une fonction linéaire de 1 sur A. À vous de déterminer le coefficient directeur
de cette droite. Θ est donc une fonction linéaire de 1 sur A. Pour déterminer la pente de cette droite ou le coefficient directeur de cette droite, on prend deux points. Un point M1, un point M2. J'ai pris le point M1 à l'origine et un point M2 évidemment sur la droite. J'ai écrit les deux coordonnées de ce point M1 et les deux coordonnées du point M2. La pente, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le rapport de ce segment sur ce segment. Ce segment vaut quoi? Alors, je vais l'appeler petit a, petit k. Hein. Ce segment est égal à quoi? θ2 moins θ1. θ2 moins θ1. Voici la taille de ce segment. Divisé par, eh bien, la taille de ce segment qui vaut quoi? 1 sur A2 moins 1 sur A1. Vous avez l'habitude d'écrire ça sous la forme y2 moins y1 sur x2 moins x1. Mais comme on n'est pas en maths, on est en physique, les variables ce sont l'angle θ et l'inverse de la largeur de la fente, donc on écrit θ2 moins θ1 sur 1 sur A2 moins sur A1. On fait le calcul, on trouve donc k égale 2,25 moins 0 sur 4 0 fois 10 puissance 4 moins 0, ce qui nous fait une valeur de 5,6 fois 10 moins 7. Alors, quelle unité? Au numérateur, j'ai des angles, donc ça n'a pas de dimension physique, je remplace par 1 en termes d'unité. 1 sur A étant mètre moins 1. Donc 1 sur mètre moins 1, ça nous donne des mètres. La pente a pour unité des mètres. Bien, à quoi correspond cette valeur 5,70 moins 7 mètres? Eh bien, K est peu différent de 560 nanomètres. Or, la longueur d'onde lambda du laser vaut 580 nanomètres. Donc on peut dire que K, aux erreurs de mesure près, vaut environ lambda. Conclusion, quelle est la relation entre θ, lambda et A? Eh bien, θ égale K fois 1 sur A, avec K égale lambda, donc θ égale lambda sur A. On vérifie les unités au passage. Lambda est en mètres, A est en mètres. On retrouve bien donc θ sans dimension physique, mais qui a une unité, le radian, unité légale. Conclusion, lors du phénomène de diffraction d'une onde lumineuse monochromatique, l'ouverture angulaire θ en radian du faisceau est peu différente du rapport entre la longueur d'onde lambda exprimée en mètres du laser, divisé donc par la largeur petit a de la fente, θ égale lambda sur A. Ça, c'est une relation que vous devez connaître pour passer votre bac. On va effectuer l'expérience de diffraction des ondes lumineuses à partir du dispositif expérimental suivant. Eh bien, nous disposons ici d'un laser qui envoie une radiation monochromatique de longueur d'onde lambda égale 640 nanomètres en direction d'un écran ici. Et nous voyons dans un premier temps que la radiation est unidirectionnelle, le rayon lumineux n'est pas dévié. Qu'est-ce qu'on va interposer entre ce rayon lumineux et l'écran? Eh bien, on va interposer ici un fil de diamètre 100 micromètres et nous allons observer ici sur l'écran quelque chose d'assez fabuleux. On aperçoit la figure de diffraction qui est composée d'une tache centrale très lumineuse et de taches latérales qui font à peu près la moitié de la tache centrale. Entre la tache centrale et les taches latérales, il y a des zones d'ombre. Qu'est-ce qu'on peut remarquer également? C'est que la lumière qui se propageait de façon rectiligne précédemment, maintenant qu'on a mis un obstacle de diamètre environ 100 micromètres, eh bien, cette lumière se propage maintenant suivant un angle assez important. Ce phénomène est appelé la diffraction des ondes lumineuses.
On remplace maintenant le fil de diamètre 100 micromètres par un fil de 80 micromètres, de diamètre 80 micromètres. On voit tout de suite que la tâche centrale est beaucoup plus grande. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la distance entre le centre de la tâche centrale et le centre de la première extinction qui nous fait 3,5 cm. J'ai représenté sur ce tableau le schéma d'étude expérimentale. On a le diamètre du fil qui vaut 40 micromètres. La valeur de x, c'est la distance entre le centre de la tâche centrale et le centre de la première extinction. Qu'est-ce qu'on se demande de faire? Eh bien d'abord on va déterminer cet angle θ. Qu'est-ce que c'est que cet angle θ? C'est tout simplement l'angle entre l'axe et la droite qui passe par la première extinction. Tangente θ est peu différent de θ parce que cet angle θ est très faible. En effet, l'angle θ vaut x sur d, d étant la distance, c'est-à-dire côté opposé sur côté adjacent, d étant la distance entre le fil et l'écran, et cette valeur de d c'est environ 2 mètres. Et donc on va se proposer de faire quoi? Eh bien, comme on a vu que plus a était faible, plus x était grand, donc plus θ était grand, on se demande donc quelle est la relation entre cet angle θ et l'inverse de A. On prendra des fils de diamètre 40 micromètres jusqu'à 120 micromètres. Bien, comme on est des petits gars modernes, on a tracé avec Excel la courbe représentant θ ici en fonction de 1 sur A. Alors, on voit que cette courbe a l'allure d'une droite. On clique sur la courbe, on ajoute une courbe de tendance linéaire, évidemment. Dans les options, on affiche l'équation sur le graphique. OK. Donc, Y, c'est-à-dire θ, égale 7 fois 10 moins 7 fois x, c'est-à-dire 7 fois 10 moins 7 fois 1 sur a. Qu'est-ce que ça signifie? On va le voir maintenant. Allez, une petite conclusion sur cette expérience. Alors, on a vu que θ était une fonction linéaire de 1 sur a. Que vaut k, le coefficient de proportionnalité de cette droite? Eh bien, 7 fois 10 moins 7. Quelle unité? θ est sans dimension physique puisqu'il s'agit de radians. 1 sur a est en mètres puissance moins 1. Autrement dit, eh bien, K est en mètres. À quoi correspond K? Eh bien, à 700 nanomètres. Et à quoi correspond cette valeur? Eh bien, c'est tout simplement quoi? La longueur d'onde du laser. Parce que je vous avais dit tout à l'heure que la longueur d'onde du laser valait environ 640 nanomètres, mais c'est plutôt aux alentours de 680 nanomètres. Comme je suis un fief et menteur, je vous avais menti. Donc, K égale lambda. Autrement dit, quelle est la relation entre θ, lambda et 1 sur a? Eh bien, tout simplement, l'écart angulaire θ est égal à la valeur de la longueur d'onde du laser, lambda, divisé par le diamètre du fil ou éventuellement la largeur du trou qui est pratiqué et par laquelle passe ce rayon. Qu'est-ce que le phénomène d'interférence? Nous allons voir deux exemples, interférence d'ondes lumineuses et interférence d'ondes produites à la surface de l'eau. Utilisons l'excellente animation de M. Gassebois sur les fentes de Young. Nous avons ici une source primaire qui éclaire deux fentes qui produisent deux sources de lumière secondaire. Ces deux sources de lumière secondaire vont interférer et produire la figure d'interférence que nous voyons ici dans cette partie de l'écran. Nous observons que la figure d'interférence est constituée de raies colorées entrecoupées de bandes noires. Ce phénomène est appelé le phénomène d'interférence. À noter que pour qu'il y ait interférence, il faut que les deux sources secondaires envoient des ondes qui soient en phase, ce qui est le cas, puisqu'elles sont éclairées par la même source primaire. Deux ondes en phase, ça veut dire qu'elles atteignent leur maximum en même temps et leur minimum en même temps. Voilà l'allure des ondes lumineuses qui partiraient de ces deux sources secondaires. Choisissons maintenant dans le menu interférence à la surface de l'eau.
nous voyons ici deux sources synchrones, c'est-à-dire en phase, qui produisent des interférences à la surface de l'eau. On peut faire varier sur cette animation à la fois la fréquence des ondes ainsi que l'écart entre ces deux ondes. Alors, qu'est-ce qui est remarquable dans ces figures d'interférence, aussi bien lumineuses que pour les ondes à la surface de l'eau? Eh bien, nous observons des zones de grande luminosité, donc l'amplitude de l'onde lumineuse est maximale, et des zones d'amplitude nulle, c'est-à-dire absence de lumière, dans le cas des ondes lumineuses, ce qui se traduit par une zone sombre. De la même façon, quand nous regardons les interférences à la surface de l'eau, nous voyons dans les parties noires des zones où l'amplitude des ondes à la surface de l'eau est nulle et des zones très lumineuses où l'amplitude des ondes à la surface de l'eau est maximale. Conclusion, lorsque des ondes périodiques progressives produites par deux sources synchrones, c'est-à-dire deux sources qui vibrent en phase, se superposent dans un milieu, des interférences sont produites, des zones d'amplitude minimale et maximale apparaissent. Bien, il y a quand même quelque chose qui est étrange dans le phénomène d'interférence, c'est que deux ondes lumineuses peuvent donner du noir, donc absence de lumière. On va étudier le pourquoi de ce phénomène. Vous cliquerez sur l'animation somme de deux sources cohérentes. Considérons ici deux sources secondaires S1 et S2 qui vibrent en phase. Elles atteignent par conséquent leur maximum en même temps et leur minimum en même temps. Ces deux ondes lumineuses vont venir interférer au point M sur l'écran. La différence de marche correspond à la distance S de M, c'est-à-dire la distance parcourue par l'onde issue de S2 qui arrive au point M, moins S1M, c'est-à-dire la distance parcourue par l'onde qui provient du point S1 et qui arrive au point M. À l'aide de ce curseur, nous allons faire varier la différence entre S2M et S1M qu'on appelle la différence de marche entre les deux rayons. Pour l'instant, cette différence de marche est égale à 0,96 fois lambda, lambda étant la longueur d'onde des sources cohérentes. Lorsque on augmente cette différence de marche jusqu'à se trouver une valeur égale à 1 fois lambda, nous voyons que les deux sources, ici, arrivent en phase au point M. Leur élongation s'ajoute et on obtient sur l'écran une zone brillante. Il en serait évidemment de même si la différence de marche était égale à n fois lambda avec n nombres entiers. Augmentons maintenant la distance S1, S2 jusqu'à ce que cette distance, donc différence de marche, soit égale à 1,5 fois lambda. Cette fois, les deux ondes lumineuses arrivent en opposition de phase au point M. Quand l'une est à son maximum, l'autre est à son minimum. Quel que soit t, la somme de ces deux ondes lumineuses nous donne donc une élongation au point M égale à 0. Il y a donc absence de lumière. Nous observons une frange sombre. Conclusion, si la différence de marche delta est égale à un nombre entier de longueurs d'onde, les deux ondes qui vont arriver en P sur l'écran ou en M dans l'animation, on avait le point M sur l'animation, seront en phase. Les deux ondes ont des élongations maximales en même temps, ce qui rend leur somme maximale. On dit alors que l'interférence est constructive. Si delta égale S2P moins S1P égale n fois lambda, interférence constructive. On a à ce moment-là des franges brillantes
et notamment le milieu de la frange brillante est l'endroit où la différence de marge est égale à n fois lambda. Par contre, lorsque la différence de marge vaut n plus 1 demi de lambda, avec n entier, par exemple n égale 0, ça ferait 1 demi de lambda, n égale 1, ça ferait 3 demi de lambda, n égale 2, ça ferait 2 plus 1 demi, 5 demi de lambda, etc. Alors, les deux signaux arrivant au point P sont en opposition de phase, la somme de ces deux ondes est égale à 0. On dit alors que l'interférence est destructive. On observe des franges noires, évidemment, à la place des franges brillantes. P de t égale S1 de t plus S2 de t égale 0. Interférence constructive et interférence destructive sont représentées sur cette figure d'interférence. Y a-t-il une relation entre l'interfrange, la longueur d'onde de la radiation utilisée, la distance entre les fentes et l'écran, et la distance entre les deux fentes qu'on va noter petit a. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'interfrange? C'est la distance entre deux milieux de zones sombres consécutifs ou la distance entre deux milieux de zones brillantes consécutives. Voilà la distance entre les deux sources cohérentes secondaires, l'interfrange ici, et la distance grandée entre les fentes et l'écran. Pour déterminer la relation éventuelle, on va utiliser l'animation de M. Gastebois. On prendra la distance entre les deux sources secondaires, petit a égale 150 micromètres, la distance d entre les fentes et l'écran de 1 mètre, la longueur d'onde lambda de 500 nanomètres, et ensuite là on a la largeur petit e des fentes qui est de 5 micromètres. Bien, alors nous allons faire varier chacun des paramètres pour voir comment l'interfrange varie. Premièrement, si nous augmentons la distance grandée, eh bien la valeur de l'interfrange, distance entre deux milieux de franges sombres par exemple, augmente. Si maintenant nous augmentons petit a, distance entre les deux fentes, nous voyons que l'interfrange diminue. Si nous augmentons lambda, nous voyons que l'interfrange augmente. Exercice, avec les trois premières valeurs de distance d, de valeur petit a et de longueur d'onde lambda, déterminer la valeur de l'interfrange et déterminer la relation entre I, grand D, A et lambda. À vous de jouer. Pour vous aider dans cette tâche, de 0 à 1 cm, il y a combien d'interfranges? Une interfrange, deux interfranges, trois interfranges. Donc 3 fois petit i, 3 fois l'interfrange, égale 1 cm, lambda égale 500 nanomètres, A égale 150 micromètres et D égale 100 cm. Bien, essayons de déterminer la relation entre I, lambda, D et A. On a vu que plus la distance D était grande, plus l'interfrange était grande. Donc j'imagine que D est au numérateur. Nous avons vu que plus lambda est grand, plus I est grand. D comme lambda sont donc au numérateur. Par contre, nous avons vu que plus A est grand, plus I est petit. Donc on imagine que A est au dénominateur. Vérifions ceci. L'interfrange, on a vu que 3 fois I, c'était 1 cm. Donc I est égal à 1 sur 3, c'est-à-dire à environ 0,33 cm, c'est-à-dire 0,33 fois 10 moins 2 mètres. Faisons le produit de lambda D sur A en respectant bien les unités. Lambda est égal à 500 nanomètres, donc ça fait 500 fois 10 puissance moins 9, multiplié par grand D qui fait 100 cm, donc c'est 1 mètre directement.
divisé par petit a qui fait 150 micromètres, c'est-à-dire 150 fois 10 moins 6 mètres. Eh bien, nous trouvons de la même façon 3,3 fois 10 moins 3 mètres, c'est-à-dire 0,33 10 moins 2 mètres. Autrement dit, la relation entre l'interfrange, la longueur d'onde lambda, la distance entre les fentes et l'écran, et la distance entre les deux fentes est la suivante, I égale lambda d sur A. Interférence de la lumière blanche, couleur interférentielle. Cliquez sur l'animation interférence de M. Gastebois. Choisissez le type d'interférence en lumière blanche. Une source de lumière blanche va éclairer deux sources secondaires qui seront de type source secondaire cohérente. Source lumière cohérente, ça veut dire quoi? Que les deux sources, elles vont envoyer deux ondes qui seront en phase. Ces deux ondes vont interférer. La figure d'interférence est composée cette fois-ci de bandes colorées, mais attention, ces bandes colorées sont irisées, c'est-à-dire constituées de toutes les radiations lumineuses qui composent la lumière blanche. Conclusion, si les sources secondaires émettent de la lumière blanche, on observe que quelques franges colorées au centre de la figure d'interférence. Ce sont les couleurs interférentielles. Les deux sources émettent plusieurs radiations de longueur d'onde différentes, correspondant à des figures d'interférence différentes qui se superposent. Les couleurs sont mélangées, car les franges de différentes couleurs se brouillent. Dans le cours, vous pourrez cliquer sur les couleurs interférentielles produites par le colibri. Qu'est-ce que l'effet Doppler? Eh bien, l'effet Doppler, c'est ça. Lorsqu'une onde, par exemple une onde sonore dans notre cas, s'approche de nous, on entend un son qui est plus aigu. Donc la fréquence est plus élevée. Lorsque l'onde ou l'émetteur qui produit l'onde s'éloigne de vous, on entend un son plus grave. Donc la fréquence est plus basse. On va voir maintenant cet effet Doppler en détail. Cliquez sur l'animation effet Doppler fournie par l'Université du Mans. Sur cette animation, vous pouvez régler la vitesse du véhicule, la fréquence du son émis lorsque la source est immobile est de 1000 Hz. On démarre. On voit que la fréquence du son perçue par l'observateur lorsque la source s'approche est plus élevée. Elle vaut 1097 Hz. La fréquence du son perçue par l'observateur lorsque la source s'éloigne est plus faible. Elle vaut 919 Hz. Si on augmente la vitesse du véhicule, l'écart est encore plus important entre la fréquence en approche, qui vaut 1214 Hz, et la fréquence en éloignement, qui vaut 850 Hz. À noter que la fréquence en approche étant plus élevée, la longueur d'onde en approche est plus faible, comme nous le voyons ici, puisque le produit est égal à la célérité des ondes, qui, elle, est constante au cours du déplacement du véhicule. De la même manière, la longueur d'onde en éloignement est plus importante du fait que la fréquence en éloignement est plus faible. Nous pouvons observer ce phénomène lors du déplacement d'une source qui émet des ondes à la surface de l'eau. Initialement, nous pouvons observer la longueur d'onde qui serait l'écart entre deux cercles concentriques. Tous les points de ce cercle
vibre en phase avec tous les points de ce cercle. Donc la distance qui sépare le milieu de la frange sombre et le milieu de cette frange sombre est égale à une longueur d'onde. Nous démarrons le déplacement. Nous voyons qu'en approche, les longueurs d'onde sont plus petites qu'en éloignement. Longueur d'onde plus petite que, évidemment, la source lorsqu'elle est ici immobile. Conclusion, une onde mécanique ou électromagnétique, comme la lumière par exemple, de fréquence au repos FE est perçue avec une fréquence F approche plus élevée lorsqu'elle s'approche du lieu de réception et une fréquence F éloigne plus faible lorsqu'elle s'éloigne du lieu de réception. Cet effet est appelé l'effet Doppler. L'effet Doppler est utilisé entre autres dans les radars automatiques pour déterminer les vitesses des véhicules. Fréquence en approche. Soit un véhicule se déplaçant à une vitesse v égale 30 mètres par seconde, qui émet des ondes sonores qui ont une célérité de 340 mètres par seconde. Votre mission sera de démontrer que la fréquence f' des ondes reçues en approche est égale à la fréquence f des ondes émises par le véhicule au repos, multipliée par la célérité c divisée par c moins v. Autrement dit, que f' est plus grand que f. Alors, pour faire ceci, on va se placer à l'instant t0 égale 0 secondes. Le véhicule se trouve en E0. À ce moment-là, une onde est émise. Elle va parcourir une distance E0A et elle va arriver à l'instant T1 au point A. À quel instant T1 va-t-elle arriver au point A? Eh bien, l'onde se déplace avec une célérité c. Elle parcourt une distance E0A sur un temps T1, sur une durée T1 moins T0. Autrement dit, que au T1, eh bien, comme T0 est préégal à 0, T1 est égal à E0A sur C. Première chose. Le véhicule se déplace à une vitesse V. À l'instant T1, il réémet une onde. Donc, pardon, à l'instant T2, il réémet une onde. Que vaut T2? Eh bien, T2 est égal à T0 plus grand T. À intervalle de temps T régulier, une onde est émise. Quelle est, donc T2 égale grand T, puisque T0 est égal à 0. Quelle est la distance parcourue par le véhicule? Eh bien, cette distance est égale à E0, E1. Elle est parcourue à une vitesse V qui est égale à E0, E1. Sur quel intervalle de temps? Eh bien, en grand T. L'onde est émise à l'instant T2 au point E1. Elle arrive à l'instant T3 en A. L'onde a donc parcouru une distance E1A en un intervalle de temps T3 moins T2. Et ceci avec une célérité C. Autrement dit, T3 moins T2 égale E1A sur C, ou ce qui revient au même, T3 égale T2, T2 on sait que c'est grand T, donc E1A sur C plus grand T. Quelle est la période de réception de l'onde au point A? Eh bien, cette période que je vais noter T', elle est égale tout simplement à T droit moins l'instant T1 à laquelle est reçue la première onde. Donc T3 moins T1 égale T'. On va remplacer par les valeurs. T3, c'est égal à E1A
sur C plus grand T. Et T1, c'est égal à E0A sur C. Donc moins E0A sur C. On va faire disparaître le E0A sur C pour faire apparaître la vitesse V de déplacement du véhicule. E1A, cette distance est égale à E0A. Donc, E0A sur C. E0A, moins quoi? Moins E0, E1. Moins E0, E1 sur C. Donc, plus grand T, moins E0A sur C. E0A sur C se simplifie. Autrement dit, T' égale T moins E0, E1 sur C. On y arrive presque. Égale T moins, que vaut E0, E1 sur C directement ici. Hein. E0, E1 est égal à V fois T. Autrement dit, on a T moins V fois T sur C, ce qui implique T' égale T facteur de 1 moins V sur C. Exprimons maintenant la relation entre F' et F. T' égale T, alors je vais mettre sous le même dénominateur, hein, donc facteur de C moins V sur C. Autrement dit, F' qui est l'inverse de ceci, F' égale 1 sur T' égale 1 sur T, c'est-à-dire F, et 1 sur cette fraction, ça vaut C sur C moins V. Nous retrouvons bien donc la fréquence F' qui est plus grande que la fréquence F. Pourquoi? Eh bien parce que ce rapport C sur C moins V est forcément plus grand que 1. Donc la fréquence F' est plus grande que F. On peut se demander maintenant que vaut la fréquence F' des ondes reçues en approche. Bien, on reprend la formule, toujours écrire l'expression littérale avant de faire l'application numérique. Au bac, un point pour l'expression littérale, un point pour l'application numérique en règle générale. Hein. Donc on remplace par les valeurs, une petite vérification des unités, la fréquence est en Hertz, fois C qui est en mètres secondes moins 1, divisé par des mètres secondes moins 1. L'expression littérale ici est bien homogène. Alors on passe au calcul. F' égale fréquence de la source au repos 1000 Hz. Donc 1,00 fois 10 puissance 3 multiplié par C qui vaut 340 mètres par seconde, célérité des ondes sonores dans l'air, divisé par 340 moins V qui est la vitesse du véhicule qui vaut 30 mètres par seconde, ce qui nous donne la fréquence F' égale à 1097 Hz. Si on a environ 3 chiffres significatifs, donc 2, puisque là cette donnée n'en a que 2, ça fait environ 1,1 fois 10 puissance 3 Hz. On voit bien que la fréquence F' en approche est supérieure à la fréquence F de l'onde émise lorsque la source est au repos. Bien, comment font les radars pour déterminer la vitesse des véhicules qui se déplacent par exemple sur l'autoroute? On va le voir avec une formule assez simple. Considérons une source qui se déplace à une vitesse V. La source s'approche du point A et s'éloigne du point B. Cette source émet des ondes de fréquence FE. La valeur de la différence entre les deux fréquences FA, F en approche, ou FB, F en éloignement, et la fréquence de l'émetteur au repos, FE, permet de calculer la vitesse de déplacement de l'objet. Nous avons donc deux formules qu'il ne faut pas apprendre, évidemment, au bac, mais qu'il faut savoir utiliser. La vitesse de l'objet est égale à la célérité de l'onde, facteur de F fréquence en approche moins fréquence au repos sur fréquence en approche, ou la vitesse de déplacement de l'objet est égale à la célérité de l'onde fois la fréquence au repos moins la fréquence en éloignement divisé par la fréquence en éloignement. La vitesse de déplacement de l'objet ainsi que la célérité
est en mètres par seconde et les fréquences sont en hertz. Exemple, dans le cas du graphique ci-dessus, la fréquence en approche était de 1097 Hz, la fréquence en éloignement de 919 Hz, la célérité des ondes 340 mètres par seconde et la fréquence de la source au repos était de 1000 Hz. La vitesse v du véhicule était calculée avec cette formule ou avec l'autre formule, et dans les deux cas, on trouvait une vitesse de déplacement de 32 mètres par seconde. Analyse de la lumière des étoiles. Le cœur de l'étoile produit un spectre d'émission continue. Il traverse une enveloppe gazeuse qui contient des éléments chimiques sous basse pression et haute température. Ces éléments chimiques vont absorber une partie du rayonnement. Nous allons obtenir, à l'aide d'un spectroscope, le spectre de ray d'absorption de l'étoile qui va nous renseigner sur la composition chimique de son atmosphère. Prenons l'exemple du spectre d'absorption du Soleil. Eh bien, nous voyons que ce spectre d'absorption est constitué d'un fond coloré, entrecoupé de raies noires, avec par exemple une raie noire correspondant à la raie d'émission de l'hydrogène. Cela signifie tout simplement que le spectre continu émis par le cœur du Soleil traverse son enveloppe gazeuse qui contient l'élément hydrogène. Suivant la couleur de l'étoile, nous pouvons également déterminer sa température de surface. Par exemple, pour une étoile de classe O, sa couleur de surface est bleue, c'est-à-dire qu'elle révèle que sa température est supérieure à 25 000 degrés Kelvin. Par exemple, pour le Soleil, sa couleur est jaune. Cela signifie que sa température de surface est comprise entre 5000 degrés Kelvin et 6000 degrés Kelvin. Suivant la couleur et le spectre de ray d'absorption de l'étoile, on peut déterminer la composition chimique de son atmosphère ainsi que sa température de surface. Conclusion, en observant le spectre de la lumière émise par une étoile, on peut déterminer la composition chimique de son atmosphère et sa température de surface. Prenons le cas du Soleil. Donc, une étoile, c'est une boule de gaz sous haute pression dont la température varie beaucoup entre le centre, ici, et la surface. Le rayonnement que l'on perçoit de cette étoile provient de la photosphère qui se trouve sur le bord externe de l'étoile, ici. La couleur de la photosphère nous renseigne sur sa température. Comme nous l'avons vu précédemment, les bleus sont les plus chaudes et les rouges les plus froides. À la périphérie de la photosphère, il existe une atmosphère constituée d'un gaz sous faible pression. C'est dans cette partie de l'étoile que certaines radiations sont absorbées par les éléments chimiques présents. Le spectre de la lumière émise par une étoile est donc un spectre d'absorption. Nous avons vu pour les ondes sonores que lorsque la source s'approche de nous, à ce moment-là, la longueur d'onde est plus faible, et lorsque la source s'éloigne de nous, la longueur d'onde est plus importante. Cette constatation va nous permettre de déterminer si une source lumineuse qui envoie des ondes, mais cette fois-ci non plus sonores mais électromagnétiques, donc si une source lumineuse se rapproche de nous ou s'éloigne de nous. C'est le cas par exemple de certaines étoiles. Certaines étoiles s'approchent de nous, d'autres s'en éloignent, ou pour certaines galaxies également. Donc, cet effet Doppler va nous servir en astronomie. Nous allons le voir maintenant. Effet Doppler-Fizeau en astronomie. À partir des travaux de M. Doppler, M. Fizeau postule en 1848 que si une étoile ou une galaxie s'éloigne ou s'approche de la Terre, on doit observer un décalage de ses raies d'absorption. La mesure de ce décalage permettrait de calculer la vitesse radiale de l'étoile, vitesse à laquelle l'astre s'approche ou s'éloigne de la Terre. Les calculateurs récents ont permis de vérifier son hypothèse. En conclusion,
les longueurs d'onde correspondant au ray noir du spectre d'absorption des éléments présents dans l'atmosphère de l'étoile diminuent si l'étoile se rapproche, augmentent si elle s'éloigne. Alors à vous de jouer l'astronome en herbe en me disant si l'étoile s'approche ou s'éloigne de la Terre. Observez son spectre d'absorption. Voici celui de la source fixe. Nous observons quelques raies noires d'absorption qui montrent bien que l'étoile possède certains éléments chimiques dans sa photosphère. Et voici son spectre lorsque la source est en mouvement. Et bien évidemment, vous l'aviez trouvé, la source s'éloigne car les longueurs d'onde correspondant aux raies noires de la source en mouvement sont plus grandes que celles du spectre de référence. L'astronome anglais Huggins, en 1868, mesura le décalage des raies de l'hydrogène dans le spectre de Sirius et en déduisit que Sirius s'éloigne du Soleil avec une vitesse de l'ordre de 44 ou 45 km par seconde.